Bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Installez-vous confortablement et commençons par cette première histoire. L'usine abandonnée. Je m'appelle Ashley. J'ai 28 ans et je suis une passionnée d'urbex. Avec mon groupe d'amis, on explore des lieux abandonnés à la recherche d'histoires et d'émotions fortes. Aujourd'hui, notre objectif est une ancienne usine de textile en Géorgie, un bâtiment immense et décrépit qui a fermé ses portes il y a plus de 20 ans. Dès notre arrivée, on est saisi par une atmosphère pesante. L'usine est recouverte de végétation et les vitres sont brisées. On s'avance prudemment à la lumière de nos torches envahies par un mélange d'excitation et d'appréhension. L'intérieur de l'usine est un labyrinthe de couloirs sombres et de pièces vides. On découvre des machines rouillées, des bureaux poussiéreux et des traces du passé industriel de ce lieu. Un bruit retentit d'un coup, un craquement, un murmure, quelque chose qui se déplace dans l'ombre. On se stoppe, la peur au ventre, nos torches balayant les environs. Le silence retombe, mais la tension reste palpable. On continue notre exploration, mais on est désormais sur nos gardes, à l'écoute du moindre son suspect. On arrive dans une grande salle, l'ancienne salle des machines. On découvre des rangées de machines imposantes. C'est alors que l'un d'entre nous, Matt, s'écrie « Regardez !» Sur le mur, tracée à la peinture rouge, une inscription macabre. Vous n'auriez pas dû venir ici. Un frisson d'effroi nous parcourt le dos. On se regarde, incertain. L'envie de fuir est grande, mais on est aussi fasciné par ce lieu et ses secrets. On décide de continuer, malgré la peur qui nous tenaille. On explore les étages supérieurs, découvrant des bureaux à l'abandon, des archives éparpillées au sol et des salles de bain aux murs pourris par la moisissure. Brusquement, un cri retentit. C'est Tina. On se précipite vers elle et on la trouve au fond d'un couloir, agenouillée, tremblante. « J'ai vu quelqu'un » murmure-t-elle, le visage blême. Une silhouette dans l'ombre. On la rassure, on lui dit qu'elle a dû s'imaginer des choses. Mais au fond de nous, on sait que ce n'est pas possible. On est désormais convaincu qu'on n'est pas seul dans l'usine. Une présence nous observe, nous guette et nous menace. La peur s'est emparée de nous. On avance prudemment, regroupés, nos torches éclairant chaque recoin de l'usine. Le moindre bruit nous fait sursauter. La moindre ombre nous semble menaçante. On est à bout de nerfs, prêt à fuir à la moindre occasion. On est pris en chasse, traqué. On court à travers les couloirs, cherchant une issue, un moyen de s'échapper de cet enfer. Mais toutes les portes sont fermées, toutes les issues sont bloquées. On est piégé. On se retrouve acculé dans une pièce sans issue. On est dos au mur, tremblant de peur, nos torches braquées vers l'obscurité. Soudain, la lumière de nos torches est tapée par une ombre immense. Une silhouette se dresse devant nous, une créature difforme et terrifiante. On hurle de terreur. On se serre les uns contre les autres, impuissants, face à cette horreur. La créature se précipite vers nous, ses griffes acérées, prêtes à nous déchirer. Je me dis qu'on est foutu. Avant même qu'on soit à sa portée, une lumière aveuglante nous envahit. On voit une équipe de policiers armés qui passent par une porte à côté de la créature et qui pointent leurs fusils vers elle. Ils se mettent à lui tirer dessus sans interruption. Elle commence à reculer et un des policiers nous fait signe de le suivre. Il nous fait sortir de l'usine rapidement. On est sauvés. On est sorti de l'usine sain et sauf. On ne sait pas ce qui s'est passé ensuite concernant la créature. Cependant, le lendemain, un incendie s'est déclaré dans l'usine, la détruisant complètement et ne laissant qu'un tas de cendres. La voix perdue. Je m'appelle Julia, j'ai 25 ans et je vis seul dans un petit village en Toscane, une région d'Italie connue pour ses paysages pittoresques et sa tranquillité. Mais depuis quelques jours, tout a changé. Tout a commencé lors d'une promenade nocturne dans les bois qui entourent mon village. Le ciel était noir, la lune brillait faiblement et le silence était absolu. Soudain, j'ai entendu une voix d'homme, grave et chuchotante, qui semblait venir de nulle part. J'ai essayé de la localiser, mais en vain.
Elle se déplaçait, se rapprochant, puis s'éloignant, me laissant dans un état de confusion et de peur croissante. J'ai couru chez moi, le cœur tambourinant dans ma poitrine, et je me suis enfermé à l'intérieur. Mais la voix était toujours là, dans ma tête, me murmurant des paroles incompréhensibles et me glaçant le sang. La nuit suivante, la voix est revenue. Cette fois, elle était plus forte, plus claire. J'ai pu distinguer quelques mots. Viens à moi, suis-moi. J'étais terrifié. Je ne pouvais m'empêcher d'être attiré par cette voix envoûtante. Je suis sorti de ma maison et j'ai suivi la voix dans les bois. La nuit était noire, les arbres se dressaient comme des silhouettes menaçantes et le silence était oppressant. J'avais l'impression d'être dans un rêve horrible dont je ne pouvais pas me réveiller. La voix me conduisait de plus en plus profondément dans les bois. J'étais perdu, seul, et la peur me paralysait. Soudainement, j'ai aperçu une lumière au loin. J'ai couru vers elle et j'ai découvert une petite cabane abandonnée. La voix me disait d'entrer. J'ai hésité, mais la curiosité et l'espoir de trouver une explication à ce qui m'arrivait étaient plus forts que ma peur. J'ai poussé la porte et je suis entré. L'intérieur de la cabane était en mauvais état. Des toiles d'araignée pendaient du plafond et des meubles anciens donnaient à l'endroit une atmosphère fantomatique. La voix était toujours là, mais elle semblait venir de partout à la fois. J'ai cherché sa source, mais je ne voyais personne. Brusquement, j'ai entendu un bruit derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu une silhouette dans l'ombre. Une silhouette d'homme, grand et musclé, vêtu d'une longue cape noire à capuche. J'ai crié de terreur et j'ai couru vers la porte, mais elle était fermée à clé. J'étais piégé. L'homme s'est approché de moi, ses yeux brillaient dans l'ombre de sa capuche. « Tu es enfin à moi. » a-t-il murmuré d'une voix glaciale. J'ai perdu connaissance, tombant sur le sol sans pouvoir me retenir. Quand j'ai ouvert les yeux, le soleil commençait à se lever. J'ai vu que l'homme était parti. La cabane était vide et la voix avait disparu. Je suis sorti de la cabane et j'ai couru vers le village. Je suis rentré chez moi et je me suis enfermé dans ma chambre. J'ai besoin de temps pour digérer ce que j'ai vécu, pour comprendre ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas si je trouverai un jour les réponses à mes questions. Nuit blanche. Je m'appelle Steve, j'ai 45 ans et je vis avec ma femme Sophie, nos 3 enfants Emma, Théo et Clara, notre chat Grisouille et notre chien Max, dans une petite maison au bord d'un lac au Canada. La vie est paisible ici, rythmée par les saisons et les activités en plein air. Mais une nuit, tout a basculé. C'était une nuit d'hiver, froide et sombre. La neige tombait à gros flocons et le vent hurlait. Nous étions tous endormis lorsque nous avons été réveillés par un bruit terrifiant. Un hurlement, un cri de douleur qui semblait venir de la forêt derrière notre maison. J'ai enfilé mon manteau et je suis sorti suivi par Max. Le froid était mordant et la visibilité était limitée par la neige. J'ai fouillé la forêt pendant plusieurs minutes car j'avais perdu Max de vue, mais il n'y avait aucune trace de lui. Max avait disparu. Je suis rentré chez moi, inquiet et désespéré. Sophia et les enfants étaient terrifiés. Nous avons passé le reste de la nuit à surveiller les fenêtres, guettant l'ombre de Max dans la nuit. Le lendemain matin, la neige avait cessé de tomber. Je suis retourné dans la forêt, déterminé à retrouver Max. J'ai cherché pendant des heures, appelant son nom, mais il n'y avait aucune réponse. Soudain, j'ai entendu un bruit, un grognement, un feulement qui semblait venir d'un buisson. Je me suis approché prudemment et j'ai découvert une scène horrible. Max était étendu sur le sol, gisant dans une mare de sang. Son corps était mutilé, ses yeux étaient exorbités, sans vie. J'ai été submergé par une vague de douleur et de colère. Qui avait pu faire ça? Pourquoi? J'ai ramassé le corps de Max et je suis rentré chez moi. Sophie et les enfants ont éclaté en sanglots lorsqu'ils ont appris ce qui lui était arrivé. Cet événement nous a marqués. La peur s'est installée dans notre maison. Nous n'osions plus sortir la nuit et les enfants étaient terrifiés de rester seuls. Nous avons commencé à entendre des bruits étranges autour de la maison. Des cris, des hurlements, des sifflements qui nous glaçaient le sang. Un soir, alors que nous étions tous réunis dans le salon,
nous avons entendu un bruit de verre brisé. Nous sommes allés dans la cuisine et nous avons découvert que quelqu'un, ou quelque chose, avait essayé d'ouvrir la porte-fenêtre. J'ai décidé de prendre les choses en main. J'ai acheté une carabine et j'ai commencé à patrouiller autour de la maison la nuit. Une nuit, alors que j'étais en patrouille, j'ai vu une silhouette dans la forêt qui se déplaçait rapidement dans l'obscurité. J'ai crié et tiré en l'air, mais la silhouette a disparu. J'étais convaincu que c'était l'animal qui avait attaqué Max. J'étais déterminé à le retrouver et à le venger. J'ai organisé une battue avec quelques amis et voisins. L'un de mes voisins, un trappeur, pensait qu'il s'agissait peut-être d'un ours. Nous avons parcouru la forêt pendant plusieurs heures et nous n'avons trouvé aucune trace de cet animal. J'étais sur le point de baisser les bras lorsque j'ai entendu un cri humain, qui semblait venir de la profondeur de la forêt. Je me suis précipité vers le cri et j'ai découvert une petite fille, seule et terrifiée. Elle m'a dit qu'elle s'était perdue dans la forêt, qu'elle avait été attaquée par une créature. J'ai compris que c'était l'occasion de me venger. J'ai pris la petite fille dans mes bras et je l'ai emmenée en sécurité. Je suis ensuite retourné dans la forêt, déterminé à retrouver la créature. Je l'ai cherchée pendant des heures et finalement je l'ai trouvée. C'était une créature hideuse, une sorte d'homme bête, avec des griffes acérées et des dents pointues, capable de déchiqueter sans problème la chair. Elle était prête à attaquer. J'ai tiré sur la créature et je l'ai blessée. Elle a hurlé de douleur et s'est enfuie dans la forêt. Depuis ce jour, je ne l'ai jamais revue. Nous avons continué à faire des battues et à chercher cette chose, mais rien. Impossible de lui mettre la main dessus. La meute. Je m'appelle Lars et je vis avec ma femme Astrid dans un village au Danemark. La vie est paisible ici, rythmée par les saisons et les traditions locales. Mais aujourd'hui, la routine s'est transformée en un cauchemar. Astrid et moi sommes partis en randonnée dans les bois enneigés. La forêt était calme, presque silencieuse, à l'exception du crissement de la neige sous nos pas. Nous marchions depuis quelques heures, profitant de la beauté du paysage lorsque nous avons entendu un bruit, un hurlement, un cri sauvage et terrifiant qui semblait venir de nulle part. Nous nous sommes figés, la boule au ventre. Le silence qui a suivi était encore plus effrayant que le hurlement lui-même. Brusquement, nous avons aperçu des silhouettes entre les arbres, des silhouettes grises, grandes et menaçantes. Des loups. À environ 250 mètres de nous se trouvait une meute de loups gris qui nous observaient, leurs yeux brillants fixés sur nous. La peur nous a paralysés. Nous n'osions plus bouger, de peur d'attirer l'attention des loups. Celui qui semblait être le chef de la meute, un animal immense aux yeux jaunes brillants, s'est avancé vers nous. Il grognait. Ses crocs acérés brillaient dans la lumière de la lune. J'ai attrapé la main d'Astrid et je l'ai serrée fort. Nous étions terrifiés et nous savions que nous devions rester calmes. Brusquement, l'un des loups s'est détaché de la meute et s'est précipité vers nous. Nous avons crié, nous avons couru, la panique nous donnant des ailes. Les loups nous ont poursuivis à travers la forêt. Nous courions dans la neige, trébuchant et tombant, mais nous ne pouvions pas nous arrêter. La meute était de plus en plus proche. Nous pouvions sentir leur souffle chaud sur nos nuques, entendre leurs crocs claquer. J'ai aperçu une petite cabane au loin. J'ai rassemblé toutes mes forces et j'ai couru vers elle en tenant fermement la main d'Astrid. Nous avons atteint la cabane et nous nous sommes enfermés à l'intérieur. Nous étions en sécurité, mais nous savions que les loups étaient toujours là, dehors, attendant. On pouvait les entendre tourner autour, cherchant un moyen d'entrer. Nous avons rapidement déplacé une étagère en face de la seule fenêtre présente, afin de protéger cet accès. Nous pouvions également les entendre gratter les murs en bois et la porte pour pouvoir nous atteindre. Nous avons passé la nuit dans la cabane, tremblant de peur et d'épuisement. Le lendemain matin, nous sommes sortis prudemment et nous avons vu que les loups étaient partis. Nous sommes rentrés au village sains et saufs. À présent, chaque hurlement dans la nuit nous rappelle cette traque infernale. La Dame Blanche du Bosphore. Je m'appelle Zeynep, j'ai 23 ans et j'habite à Istanbul, une ville magnifique et vibrante. Mais derrière ces murs historiques et ces paysages pittoresques,
se cachent des secrets et des légendes qui font froid dans le dos. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Dame Blanche du Bosphore, une légende urbaine qui hante les nuits des Stambouliotes depuis des siècles. C'était une nuit d'hiver, froide et brumeuse. Je rentrais chez moi en ferry après une soirée entre amis. Le bateau était presque vide, à l'exception de quelques silhouettes solitaires emmitouflées dans leurs manteaux. Alors que nous naviguions sur le Bosphore, j'ai aperçu une femme debout sur le pont supérieur. Elle était vêtue d'une longue robe blanche qui flottait dans le vent. Ses cheveux longs et noirs étaient dénoués et ses yeux bleus brillaient dans l'obscurité. Elle était d'une beauté saisissante, mais il y avait quelque chose d'effrayant dans son regard. Elle semblait perdue, comme si elle n'appartenait pas à ce monde. Je n'ai pas pu m'empêcher de la fixer. Elle m'a semblé familière, comme si je l'avais déjà vue quelque part. Mais où? Soudain, elle s'est tournée vers moi et m'a souri. Un sourire triste et fantomatique. J'ai frissonné. Un sentiment de terreur m'a envahi. Je me suis précipité vers le pont supérieur pour lui parler, mais elle avait disparu. Je l'ai cherchée partout, mais elle était introuvable. J'ai commencé à faire des recherches sur la Dame Blanche du Bosphore. J'ai découvert que c'était une légende urbaine qui existe depuis des siècles. On raconte qu'elle est le fantôme d'une jeune femme qui a été assassinée par son mari le jour de son mariage. Elle erre désormais sur les rives du Bosphore à la recherche de son amour perdu. Quelques nuits plus tard, j'ai de nouveau rencontré la Dame Blanche. Cette fois, elle était chez moi. Elle était assise au bord de mon lit, me regardant avec ses yeux bleus perçants. J'étais terrifié. Je ne pouvais pas bouger. J'étais paralysé par la peur. Elle s'est approchée de moi et m'a murmuré à l'oreille « Aide-moi à retrouver mon amour ». J'ai fermé les yeux et j'ai crié. Lorsque j'ai ouvert les yeux, elle était de nouveau partie. Je ne sais pas ce que j'ai vécu. Était-ce réel ou était-ce un rêve? Je ne sais pas. La Dame Blanche du Bosphore a hanté mes nuits pendant des semaines. J'ai fini par quitter Istanbul pour fuir ses fantômes. Mais je sais qu'elle ne me quittera jamais vraiment. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.